Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Capitole pour cet après-midi qui va se dérouler toujours autour de ce thème des voix de l'enfance que nous avons commencé à explorer déjà hier et même en début de semaine pour certains. Donc cette table ronde qui va environ durer une heure et quart, à peu près, une heure et quart, une heure et demie. Vous aurez bien sûr l'occasion de prendre la parole à l'issue de nos échanges pour rebondir, réagir, contredire, demander des précisions ou faire part d'un sentiment personnel. Écrire les voix d'enfance, c'est notre sujet aujourd'hui. Je suis très heureuse et très honorée d'être présente sur scène aux côtés de nos invités que je vais vous présenter rapidement. C'est toujours un petit peu long de citer parce que c'est des gens qui travaillent beaucoup, qui écrivent beaucoup, qui traduisent beaucoup, mais c'est pour simplement vous mettre à l'esprit quelques titres pour que vous puissiez situer ou vous rappeler une lecture plus ancienne et qu'elle soit présente avec nous pour les échanges. Bonjour à tous les trois. Nos excuses pour ce léger retard dû à un très très bon restaurant dont on a profité mais qui du coup a tardé un peu à nous libérer. Mais nous voici tous les quatre installés pour un petit moment ensemble et avec vous bien sûr. Alors quelques mots pour présenter Agnès de Sarthe par exemple. Pour commencer, Agnès, vous avez grandi dans une famille cosmopolite, vous avez baigné dans un milieu linguistique assez pluriel, au carrefour du français, de l'arabe, du russe, du yiddish, mais c'est en anglais que vous avez obtenu l'agrégation. Vous avez commencé à travailler comme traductrice, mais une rencontre déterminante avec Agnès de Sarthe, avec Geneviève Brisac, pardon. je suis en phase de digestion. C'est vrai qu'on vous confonde, vous êtes effectivement très associés, non seulement pour cet ouvrage que vous avez signé ensemble, consacré à Virginia Woolf, mais bien sûr pour cette aventure que vous partagez depuis des années. Cette rencontre avec Geneviève Brisac vous a poussé donc à l'écriture d'ouvrages pour la jeunesse, une trentaine à ce jour, parus aux éditions de l'École des loisirs. Parmi lesquels, c'était impossible bien sûr de les avoir tous, mais parmi lesquels Je ne t'aime pas Paulus en 92 et sa suite 13 ans plus tard, en 2005, Je ne t'aime toujours pas Paulus, le pauvre il attend encore, aujourd'hui réunis en un volume, Paulus et sa très belle couverture rouge qui va donc nourrir nos échanges aujourd'hui notamment. Je cite aussi Les grandes questions, qui est là. Et puis, Mission impossible, toujours à l'École des loisirs. Et puis, j'ai pris avec moi ce texte par lequel je vous ai rencontré, moi, comment j'ai appris à lire, qui peut-être interviendra aussi dans nos discussions. Vous êtes auteur de romans pour la jeunesse, je viens de le dire, mais aussi de chansons, de pièces de théâtre, de scénarios. Vous racontez des histoires sous toutes les formes possibles ou presque. Vous écrivez pour les adultes, je vais citer certains titres. Un secret sans importance, qui a reçu le prix du livre Inter en 96. Une partie de chasse, prix Goncourt des animaux en 2012. Comment j'ai appris à lire, je viens de le citer. Et tout récemment, Ce cœur changeant, paru aux éditions de l'Olivier et qui vient d'être récompensé par le prix littéraire du Monde. Vous traduisez pour la jeunesse Lois Lowry, c'est comme ça qu'on prononce. Je suis venue avec Anastasia, que vous avez traduit de lui, Anne Fine, et puis Cynthia Ozick, dont la traduction des papiers de Pouter Messer vous a valu les prix Maurice Edgar Coindreau et L'Or Bataillon en 2007. Dans quelques jours, je le précise pour nos amis du Sud-Ouest, vous serez l'invité d'honneur du festival Lettres d'automne de Montauban, consacré à la musique des mots, un sujet qui n'est pas très éloigné du nôtre finalement. Quelques mots sur Gaëlle Obiegli. Vous avez suivi, Gaëlle, des études d'art et de russe après une enfance en Beauce dont vous gardez un souvenir de profond ennui. C'est ce qu'on peut lire dans vos notices biographiques. Votre premier roman, écoutez bien ce titre, Petite figurine en biscuit qui tourne sur elle-même dans sa boîte à musique, un poème pour titre, est paru en 2000 aux éditions L'Arpenteur, une maison d'édition qui a aussi accueilli Jean de Beauce, Faune, qui est avec nous sur la table, La nature. Je cite également Petit éloge de la jalousie, disponible en folio, et puis je précise que vos deux dernières parutions, Le Musée des valeurs et Mon prochain, ont été éditées aux éditions Verticales. De votre côté, Gilles Benaïch, vous êtes né à Tlemcen, en Algérie, un pays que vous avez quitté en 1956 avec votre famille, pour vous installer à Paris d'abord, puis à Champigny-sur-Marne. Si je précise tous ces lieux et toutes ces étapes, c'est qu'elles sont bien sûr le socle d'une œuvre littéraire que vous avez développée depuis.
Un voyage qui est devenu une matière littéraire, une source d'inspiration de nombreux de vos écrits. Je cite L'essuie-main des pieds, qui a été publié et réédité récemment à l'École des loisirs, et puis Le voyage de Mémé, devenu un classique de la littérature jeunesse, paru en 82 chez Bordas dans une première édition et réédité en 2011 par l'École des loisirs. Le livre d'étoiles, également disponible chez cet éditeur, dans lequel vous nous faites entendre la voix de votre grand-mère paternelle, Étoile, qui a été arrachée à son pays par la grande histoire. Sur notre table aussi, aux éditions Exil, La découverte de l'amour et du passé simple, où on retrouve Simon, celui du voyage de Mémé, pour son 14e anniversaire. Et donc, voilà, c'est un récit qui nous amène à redécouvrir encore une fois et autrement son collège et Champigny-sur-Marne notamment. Nous allons donc explorer avec vous trois, tous les trois, ces voix d'enfance qui vous occupent en tant qu'écrivain. Vous avez tous en commun, et c'est pour ça que vous vous êtes rassemblés aujourd'hui, ce talent de faire exprimer des enfants dans vos textes et dans vos romans. Je voulais commencer par un point commun qui vous réunit, Gilles Benaïch et Agnès de Sarthe, d'avoir baigné dans des univers linguistiques multiples, entre différents pays ou avec des familles de différentes origines. Est-ce qu'il vous semble que ces multilangues ont aidé à garder une oreille ouverte aux voix de l'enfance? Est-ce que du coup la voix de l'enfance ne serait pas à vos yeux comme une sorte de voix étrangère aussi qu'il faut savoir entendre, qu'il faut savoir restituer? Est-ce que vous faites un lien entre ce bain linguistique qui vous a accompagné et votre capacité aujourd'hui à entendre l'enfant et à le restituer? Agnès de Sarthe, si vous voulez commencer. Je me suis jamais posé la question en ces termes. Pour moi, la langue qui était la langue étrangère, c'était pas la langue de l'enfant, c'était le français, qui me semblait être la langue officielle d'un pays où personne ne le parlait. Même si mes parents étaient francophones, mais j'avais toujours l'impression que les émotions et les choses vraiment importantes se disaient soit en arabe, soit en yiddish, soit en russe. Donc le français avait aucune valeur affective. Donc écrire le français, pour moi, c'est écrire une langue étrangère. Je doute toujours, je me demande toujours si je ne suis pas en train de faire une faute. Je doute énormément de mon français, ce qui a fait que j'ai mené des études de grammaire et de linguistique très loin et que je continue de me renseigner sur cette langue qui est sans fond et sans fin pour moi, parce que je me vis comme une étrangère. Mais, parce que ça ressemble à un besoin de légitimité? Oui, mais la langue de l'enfance, à l'inverse, c'est pas du tout une langue étrangère. C'est une langue qui ne présente aucune difficulté d'accès pour moi. Mais on en reparlera parce que je voudrais savoir ce que Gilles pense de toutes ces Gilles, ce lien entre ce bain linguistique et votre capacité à rendre la voix de l'enfance. Je ne peux pas mieux répondre que si vous me passez le livre d'étoiles, il y a un petit poème en exergue où en 7-8 lignes, je réponds exactement à la question, et j'en suis très heureux parce qu'en plus, c'est le premier texte que j'ai publié dans les temps modernes, et il a été choisi par Sartre et Beauvoir en personne, donc je suis très honoré. Il s'appelle Ma langue. J'ose affirmer, peut-être paradoxalement, que je ne sais pas en quelle langue j'écris, ou plus exactement en quelle langue je pense, puis je traduis pour écrire. En français, que mes parents et d'autres autour de moi m'apprirent et m'enseignèrent, ou en arabe, que d'autres, plus nombreux encore, utilisaient sans moi. En juif parlé algérien, langue de mes ancêtres que j'entends mourir, ou en hébreu, que des ancêtres encore plus lointains forgèrent par leur voyage. En espagnol, qu'entre deux voyages certains assimilaires, ou en anglais, que l'école m'infligea, première langue étrangère. En allemand, où elle redoubla son inconséquent non-sens, ou en latin, où elle tripla ses abus de langage, encore et enfin last but not least en arabe, dont je tentais timidement, excédé, fermeture d'un cercle infernal, l'apprentissage scolaire, pour venir à des sources qui n'en étaient pas. Je ne sais, mais je sais, toute langue m'est étrangère. Alors, est-ce que les enfants parlent une langue spéciale? On va peut-être essayer d'en parler maintenant. Ma question portait précisément sur la capacité d'écoute. C'est-à-dire qu'en étant baigné dans un univers linguistique multiple, l'oreille reste ouverte et accepte cette circulation de langue. Et du coup, est-ce que ça n'a pas développé chez vous cette capacité à écouter l'enfant, à l'entendre avec justesse? C'était plutôt dans ce sens-là que je voulais vous entendre. C'est vraisemblable, on va dire, qu'une oreille malmenée soit une oreille bien éduquée, c'est vraisemblable.
Maintenant, moi, j'ai l'impression que la capacité à écrire en adoptant la voix de l'enfant, dans mon cas, ça a plus à voir avec la relation à l'enfance. Et que comment dire, je crois que c'était... je crois que c'était Sylvie Germain qui en parlait hier, le fait qu'il y avait, que le monde se partageait entre des personnes qui d'un côté avaient décidé à un moment que l'enfance était derrière et terminée, et d'autres qui continuaient d'avancer avec l'enfance au cœur, au centre, et puis que c'était comme des cercles concentriques autour, chaque âge étant une couche qu'on rajoutait à l'âge premier, aux âges premiers, mais que l'enfance restait toujours à l'intérieur et qu'on ne s'en séparait pas. Et moi, j'ai plutôt l'impression que ça vient de là. Maintenant, c'est vrai que pour fabriquer une langue, parce qu'il y a aussi la question du naturalisme dans la langue. C'est-à-dire que quand on fait parler un enfant, c'est comme quand on fait parler un personnage, n'importe quel personnage. Le dialogue, c'est une fabrication, c'est artificiel, parce que la littérature est artificielle. Donc, de la même manière que quand on fait parler plusieurs personnages dans un roman, si tout va bien, ils parlent tous d'une manière différente. C'est la même chose avec des personnages enfants. Chaque enfant, s'il est un vrai personnage, va avoir sa façon de parler. Maintenant, il y a peut-être une universalité de la langue de l'enfance qui va être captée par l'oreille de l'écrivain pour que ça ait l'air réel. Mais ça n'est pas réel, c'est de la fabrication. Alors après, on pourra plus développer sur comment on fabrique cette langue-là. Mais c'est encore une autre histoire. Ça, on va y venir, mais ce qui me semble important pour prolonger vos propos, d'avoir à l'esprit, c'est que, comme il l'est mentionné dans le texte d'introduction du programme de nos rencontres, nous avons tous été enfants, ce qui fait que nous avons tous, lecteurs, un regard vigilant, un regard exigeant. C'est-à-dire qu'il me semble, et je voudrais vous entendre là-dessus, que l'auteur qui s'empare d'une voix d'enfant, qui la travaille, va se sentir peut-être face à un plus grand défi que lorsqu'il imagine un roi, un serpent ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas la même exigence du lecteur. On a tous été enfants et on va peut-être être plus à même de sentir si cela sonne juste ou faux. Est-ce qu'il y a cette impression-là ou pas du tout? Quand vous écrivez, vous êtes absolument débarrassé de cette pression. Gilles Benaïch. Je voudrais dire que ce qui est pratique quand on fait parler un enfant, c'est qu'il peut avoir un regard pour critiquer les adultes et le monde qui l'entoure. Voilà, moi, je pense que c'est une dimension très importante. C'est-à-dire que je pense qu'il y a inscrit dans l'écriture elle-même, qui nous a fait passer de la préhistoire à l'histoire, donc toute l'humanité est écrivain. Ceux qui sont écrivains sont peut-être l'essence de l'humanité en tant qu'ils réalisent le passage entre la préhistoire et l'histoire pour toute l'humanité. Donc c'est quand même un rappel. En plus, enfant, ça veut dire étymologiquement celui qui n'a pas de parole, celui qui est sans privé de langage. Donc c'est donner la parole aux enfants, à mon avis, c'est important. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est justement le fait que les enfants critiquent le monde dans lequel ils sont. Par exemple, j'ai personnellement eu 2 enfants et j'ai été sidéré la première fois que j'ai expliqué à ma fille qui a aujourd'hui 20 ans et mon fils 15 ans, très tôt, j'aurais expliqué pourquoi il y avait des gens qui étaient dehors dans la rue, pourquoi il y avait des gens qui avaient faim, pourquoi il y avait des guerres. C'est très compliqué d'expliquer ça à un enfant la première fois qu'il s'en aperçoit. Et cette chose-là, qui est finalement quand même la suite des générations, c'est étonnant. Et à mon avis, en tout cas dans Les Cieux en effet, moi c'est exactement ce regard que j'ai voulu porter sur la guerre Algérie-France et sur le comportement des adultes, et c'est le moyen le biais par lequel j'ai fait faire à la littérature la critique. C'est trivial, parce que Stendhal dit, les écrivains, ils tendent un miroir aux autres en leur disant « regardez-vous ». Voilà, c'est pas toujours très beau, et quand c'est beau, c'est bien, quand c'est pas beau, c'est... Mais ça reflète l'état des choses existantes. Moi, je crois que c'est... Et avec la voix de l'enfant, ça a une acuité différente, parce qu'il découvre le monde. En tout cas, il l'interroge, et voilà. On va voir le nombre de questions qui va traverser votre roman. Pour vous entendre, Gaël Obiegli, je voudrais
ouvrir avec Faune, un texte qui m'a énormément touchée, que l'on comprend être narré, rapporté par une jeune narratrice, une petite fille, c'est pas une petite fille, c'est une jeune narratrice. Une jeune narratrice. Oui, prenez le micro. On comprend en tout cas qu'elle a un regard à une certaine hauteur, et ça vous allez nous en dire plus, une succession de courts textes, de petits billets sur certains thèmes, pour faire le lien avec ce thème d'ouverture sur les langues qui se rejoignent et les langues étrangères. Je voulais vous lire ces quelques lignes, où cette petite fille d'abord commence par mentir. Elle fait croire que son père est de Irkoutsk, alors qu'il n'est que polonais. J'aime beaucoup ce mensonge qu'elle fait. Et un peu plus loin, on peut lire ces quelques lignes. « J'apprends facilement les langues. J'aime m'exprimer dans une autre langue. J'aime ça autant que découcher. Parler des langues étrangères me fait l'effet de dormir à l'hôtel. Vivre avec le souci de l'essentiel. » Elle est elle aussi au carrefour de différentes langues, en tout cas on peut l'imaginer. Comment est-ce que vous l'avez imaginée, cette narratrice plutôt jeune, qui est peut-être plus un regard qu'une voix? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je crois que je ne l'ai pas imaginé, je l'ai vécu. Et c'est en ça que le livre, dans ce livre, c'est pas une petite fille qui parle, c'est une personne jeune, enfin en tout cas c'est pas une adulte. Elle n'a jamais la solennalité des adultes. Et c'est pas une narratrice que j'ai pas imaginé cette narratrice parce que justement je voulais retrouver la posture, la position de l'enfant qui pense à même l'expérience. Il n'y a pas de discours la voix de l'enfant, c'est une voix qui interroge, justement. Je me demandais tout à l'heure, quand vous disiez que vous parliez à vos enfants de la raison pour laquelle les gens vivent dans la rue. J'imagine que si vous leur avez parlé de ça, c'est parce qu'ils vous ont posé la question. Bon, la voix de l'enfant, c'est une voix interrogative en priorité. Et cette voix interrogative, c'est celle que l'on trouve dans ce livre-là en particulier, où la narratrice, comme dans tous mes livres que j'écris, je ne fais pas vraiment parler des enfants, mais la voix qu'on entend dans mes livres et dans celui-ci de manière flagrante, c'est la voix de quelqu'un qui se place en deçà. Pour écrire, je ne sais pas, je ne fais pas de cinéma, mais c'est une question de... C'est de la contre-plongée. De l'endroit où l'on pose la caméra, elle est souvent évoquée par les cinéastes. Eh bien, l'endroit d'où je parle, comme on dit, c'est... j'observe à partir d'un soupirail. Donc, il y a toujours une ligne diagonale ascendante et c'est pas tellement imaginer une narratrice, mais trouver une position. Un angle de vue, un point de vue, plus exactement. Oui. Un état et un lieu d'où le livre est dit et raconté. Et ce que j'ai senti très fort, moi, à la lecture, c'est justement ce voyage, pour reprendre le terme de Gilles Benaïch, entre ce soupirail, peut-être, c'est le mot que je retiens, où vous vous placez, et la tension vers laquelle le texte se porte. Et on voyage, on est tantôt près du soupirail, et tantôt on s'élève un peu, et on fait des va-et-vient comme ça, toujours depuis le même axe, depuis le même point de vue, mais à des degrés de hauteur différents. Mais toujours, effectivement, dans ce sentiment de contre-plongée, et ce regard que vous dessinez, du coup, met une certaine tonalité dans le texte. Je vous lis un court extrait pour illustrer ce propos. Les 2 jours qui précèdent... Pardon, ça s'appelle Dragon. Les 2 jours qui précèdent les grandes vacances, à l'école, on ne fait plus rien. Les récréations durent longtemps, je m'ennuie. En classe, nous déplaçons les tables et nous jouons aux cartes. Il y en a qui apportent des mallettes avec dedans toutes sortes de pions et de jeux. Je m'amuse à écrire au tableau. J'utilise la craie jaune qui sert à inscrire le résultat des opérations. Au cours préparatoire, j'ai pleuré parce que je n'arrivais pas à faire une soustraction. Je n'aime ni les soustractions, ni les divisions. Ça me fait peur comme de sauter des obstacles. Ma peur, c'est d'oublier la retenue.
Donc là, il me semble, vraiment au niveau de l'enfant dans son rapport à l'école, dans son souvenir d'enfant. Et de temps en temps, vous nous hissez vers l'adulte et vers le regard d'adulte. Comment est-ce que vous avez jonglé avec ça? Et surtout, comment est-ce que vous avez articulé ces différents textes? Comment vous les avez placés dans votre roman pour qu'ils s'enchaînent en créant ce mouvement de va-et-vient, toujours de ce même angle-là? Je vais essayer de répondre simplement à votre question, mais c'est difficile de 10 ans ou 12 ans après l'écriture de se souvenir de la manière dont ça a été articulé. Mais effectivement, il y a, pour qu'il y ait une voix d'enfant, il faut qu'il y ait un adulte pour l'entendre et la recueillir. Donc c'est évidemment pas un enfant qui parle, ce sont des expériences qui sont revécues par un adulte. Et l'adulte par rapport à l'enfant, c'est l'autre. Et c'est la raison pour laquelle... Enfin, non, c'est pas la raison pour laquelle, parce que... disons que si je veux coller trop à votre thématique, je vais dire des choses malhonnêtes. Et donc, je préfère m'éloigner. Vous allez mentir comme un enfant. Oui. Non, le livre s'appelle Faune. Dans ce livre, il y a 80 ou 85 entrées. Elles sont classées par ordre alphabétique et chaque récit porte le nom d'un animal. Bon, l'animal, par rapport à l'humain, c'est l'autre. Et donc, c'est par rapport à cet autre que la parole de l'expérience de ce petit humain peut être racontée. Donc, ça s'articule de cette manière-là, parce qu'il y a un écart entre celui qui parle et l'animal auquel ça se rapporte. Voilà. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. On va continuer, mais ce que j'entends dans votre propos me permet de réagir et de rebondir sur le voyage de Mémé, parce que vous avez dit, pour qu'il y ait une parole d'enfant, une voix d'enfant, il faut qu'il y ait une voix d'adulte qui la reçoive et qui l'appuie. Le voyage de Mémé, Gilles Benaïch, il est basé sur un souvenir d'enfant. Ce jeune Simon, qui est l'un des deux personnages, accompagne sa grand-mère, qui est tout récemment arrivée à Paris. Lui, il est déjà installé là. Elle arrive d'Algérie. Et ils vont cheminer de Paris à Champigny-sur-Marne, tous les deux, sans prendre le métro, puisqu'elle a trop peur de prendre le métro, trop peur de prendre le bus. Et on assiste donc à leurs échanges, à leur dialogue, tout au long de cette balade, qui est ponctuée d'un refrain que la grand-mère ne cesse de répéter. « Allez, ça va mon fils, on marche, viens, on marche mon fils, ça va ». Et elle ne veut absolument jamais prendre le bus. C'est un texte extrêmement tendre, extrêmement émouvant. Je vais juste vous lire un petit extrait pour vous donner à entendre le texte, et vous allez nous parler ensuite de ces deux articulations de voix entre ce petit garçon et sa grand-mère. Donc il insiste régulièrement, ce petit garçon, pour que sa grand-mère veuille bien prendre le bus pour aller plus vite, parce que... Non mon fils, laisse-moi tranquille avec ce métro, moi je peux pas. Je t'ai déjà dit, c'est pas la peine, t'y insistes. La tête elle me tourne déjà rien que quand j'entends dire le métro. Ta grand-mère elle est vieille, il faut pas la contrarier, ça fait rien, on marche. Mais Mémé, on a 20 km à faire jusqu'à Champigny. À quelle heure on va arriver? À l'heure qu'on arrive, on arrive. Pourquoi on est pressé? Nous ne sommes pas pressés. Et même si on arrive demain, c'est pas grave, même après-demain. Et où on dort? On nous attend à Champigny. Tout le monde nous attend pour la fête. On va essayer quelques stations, viens. Non, mon fils, j'ai dit non, c'est non. Ne répète pas pour le métro. Tu as compris? Ne répète pas. Encore, tu répètes. Allez, viens, on marche. Même si on arrive demain, ça fait rien. Et où on dort, Mémé, si on arrive demain? On verra, mon fils, on verra, on verra. Dieu, il est grand, il ne va pas nous quitter comme ça, il pense à nous. Heureusement, Dieu, il est là. Ah bon? Et où il est? Il est là, mais il n'est pas là. Rien qu'on dit comme ça pour Dieu. On dit qu'il est là et il n'est pas là parce qu'il est partout. C'est comme ça qu'on dit pour Dieu. Dieu, il veille sur nous, mais on ne sait pas où il est. Oui, mon fils, c'est comme ça avec Dieu, surtout pour nous, les Juifs. Ah bon, mais comment ça se fait? C'est comme ça, mon fils, on a toujours dit comme ça. C'est pas toi maintenant, tu vas dire le contraire quand même. Respecte un peu.
Il y en a des pages et des pages comme ça, absolument savoureuses. Comment vous les avez adossées l'une à l'autre, ces deux voix? Parce que tout le livre repose sur cette articulation entre la voix de Simon et celle de sa grand-mère. Comment est-ce que vous les avez articulées toutes les deux pour obtenir cet équilibre et peut-être même cette inversion des rôles, puisque c'est lui qui guide, cette grand-mère qui découvre. Alors que vous disiez les uns les autres qu'on ouvre les yeux, qu'on questionne quand on est enfant. Un petit rappel quand même historique, parce que les gens ne sont pas toujours conscients de ça. Ma grand-mère, donc paternelle, est une blédarde, comme on dit aujourd'hui, chez les gens les immigrés, donc de la 3e ou 4e génération même. C'est-à-dire qu'il faut réaliser que les Juifs d'Algérie, ils étaient en Algérie au début de l'ère chrétienne. Ils sont arrivés en Algérie quand les Romains les ont chassés de Palestine. Donc, un vendredi soir, une de mes tantes vient voir ma grand-mère et lui dit « Demain matin, tu t'en vas ». Elle laisse 20 siècles de tombes au cimetière de Tlemcen. Donc c'est un drame. Elle est habillée en noir parce qu'elle est veuve et elle ne parle qu'arabe, elle ne parle pas français. Donc elle arrive dans le 17e arrondissement où j'habite avec mes parents. Et comme on était partis très tôt, nous, toute la tribu était restée à Tlemcen, il se trouve que par intermédiaire d'un oncle qui habitait à Champigny-sur-Marne, tout le monde va s'installer à Champigny-sur-Marne, notamment les 10 frères et sœurs de ma mère, qui est la 11e. Du côté de ma grand-mère paternelle, il n'était que 6 enfants, dont mon père. Donc, la moitié. Donc, on décide d'aller à Champigny pour rejoindre la tribu qu'on a quittée il y a 6 ans. J'ai vu ma mère, moi, la première année en 56, pleurer tous les jours, en écrivant tous les jours à sa mère, en Algérie. Voilà. Donc le drame, pour moi, à 8 ans, j'étais plus ou moins conscient, c'est pas aussi dramatique que pour elle, 70 ans, et voilà. Donc, quand elle arrive rue Truffaut, près de la place Clichy, à Paris, et qu'on lui annonce qu'on va aller à Champigny, comme elle l'a jamais pu supporter, elle est malade dès qu'elle rentre dans une voiture, et encore moins le métro et le bus qu'elle a essayé, donc mes parents ont dit, bah, toi t'es l'aîné, tu vas l'accompagner à pied jusqu'à Champigny. Donc j'ai traversé place Clichy, Pigalle, Barbès, Nation, Vincennes, j'ai traversé tout le bois de Vincennes avec elle et je suis arrivé à Champigny-sur-Marne, qui est une banlieue qui est entre 20 et 25 km, suivant l'itinéraire qu'on prend, etc. Mais elle trouvait ça normal. Elle trouvait ça, et elle était moins fatiguée que moi. J'avais 14 ans. Voilà. Donc, et les dialogues que j'ai pendant le voyage avec elle sont soit des dialogues que j'ai eus authentiquement pendant le voyage, ou que j'ai eus à d'autres moments, à des repas, etc., que j'ai restitué parce qu'elle était comme ça et qu'elle avait cet état d'esprit. Donc c'est un peu, si vous voulez, moi, quand je l'ai campée, je me suis dit, voilà, elle va être la voix archaïque de la critique de la société moderne. J'avais en tête très, très exactement ça. C'est-à-dire qu'elle rentre dans une boutique parce qu'on vend de l'eau. Et elle accuse les gens qui vendent de l'eau en disant, l'eau, ça se donne, ça se vend pas. Elle voit un clochard. Elle me demande qui c'est. Donc je lui dis, ça s'appelle un clochard. Elle ne comprend pas le mot, elle ne connaît pas le mot. Et la réalité, encore moins. Donc elle ne veut pas démarrer tant qu'il est par terre. Voilà, il y a une scène comme ça, à un moment donné, où j'essaye de lui expliquer que... et elle voit des chiens qui pissent presque sur lui, des gens qui circulent, qui ne font pas attention. Elle trouve ça absolument aberrant. Elle dit, moi, je ne continue pas mon chemin et je laisse un homme par terre. Donc c'est la voie de l'humanité, là encore, par rapport, comme les enfants... Et lui, il est coincé entre deux cultures. Il défend la culture du Nord tout en comprenant la culture du Sud. Et c'est ça qui m'a intéressé. Et je dois dire que je me permets de dire que j'ai atteint la cible de faire dialoguer le Nord et le Sud de façon beaucoup plus profonde que ce que j'imaginais au départ. Parce que dès 82, quand il est sorti, j'étais invité dans les banlieues, notamment autour de Paris, et après dans beaucoup d'endroits où il y avait... des problèmes de dialogue entre les cultures, justement, comme on dit. Et voilà, j'ai trouvé des Coréens, des Polonais, des gens d'Amérique latine qui avaient des grands-mères ou des arrière-grands-mères comparables. Voilà. Alors, pour donner encore un petit peu d'illustration à ce que vous venez de dire, un tout petit peu plus loin dans le texte, on est là donc sur cette opposition entre la grand-mère et son petit-fils, notamment autour de ce thème de la modernité que vous exposiez. Il finit quand même par obtenir de sa grand-mère qu'elle accepte de monter dans le métro. « On sort, mon fils, on sort. Manjemesh,
Je peux pas. Et dans une cave comme ça, ils mettent le train. C'est pas croyable. Ils laissent la rue et le ciel et le soleil et les nuages et même la pluie. Moi, je préfère me mouiller et marcher sous la pluie des kilomètres et des kilomètres plutôt que de descendre dans une cave comme ce diable de métro et m'enfermer dans un endroit où je peux même plus respirer. C'est l'enfer. Ma parole, c'est l'enfer qu'ils ont inventé, ces Français, avec ce diable de métro. Comment ils peuvent faire pour passer des heures et des heures dans une cave sans voir le jour? Moi, je peux pas. Il vaut mieux marcher. 1000 fois mieux. On arrive quand on arrive. Pourquoi on est pressé? On n'est pas pressé. Un vrai tunnel, ce métro du diable. Oui, mais ils ont creusé un tunnel pour faire le métro. C'est plus rapide. Parce qu'il faut aller vite ici, en France. Qu'est-ce que c'est rapide, mon fils? Avec les avions et le métro et les trains et les voitures, et ils veulent toujours plus rapide, les Français. Ils nous ont tués. Ils nous ont tués. Qu'est-ce qu'ils veulent avec leur rapide? Rapide, rapide. C'est pas ça, la vie, mon fils. C'est pas rapide, la vie. Pourquoi tu crois qu'on avait besoin de tout ça, nous, à Tlemcen? On n'avait pas besoin. Mon père, d'abord, avec un âne, il allait. Et ça suffit. Un âne, c'est bien. Au moins, tu vois le paysage. Tu peux dire bonjour aux passants. Tu peux t'arrêter. Tandis qu'un métro, tu peux pas t'arrêter où tu veux. Là où il veut aller, tu es obligé d'aller. Alors pourquoi ces inventions du diable? Je comprends pas ça, moi. C'est la vie moderne, mémé. Quelle vie moderne, mon fils? Voilà, ça illustre. Alors, juste pour finir sur ce sujet-là, est-ce qu'il a fallu que vous puisiez uniquement dans vos souvenirs? Est-ce que vous êtes laissé la liberté de compléter, d'imaginer? Comment est-ce que vous avez travaillé cette voix du petit Simon? Est-ce que cette scène vous était restée tellement vive à l'esprit qu'il a suffi de la dérouler? Ou est-ce qu'il a fallu créer littérairement d'autres choses pour compléter? Bon, il n'y a pas tellement de création, il y a du souvenir. D'ailleurs, quand ça a été adapté au théâtre, il y a un ami, après la pièce, parce qu'il y avait des personnages du livre qui étaient présents à la représentation. Et quelquefois, d'ailleurs, ils disaient les répliques avant les comédiens, si bien que les comédiens disaient « c'est moi qui joue ». À des tantes ou à des oncles qui connaissaient le livre par cœur. Et donc, comment dire, il me dit « je croyais que tu avais du talent, mais t'as que des souvenirs, mon vieux ». Et donc, moi, en fait, ce qui m'intéresse derrière cette grand-mère, c'est que ça nous plaise ou pas, mais font partie de l'humanité, exactement comme d'autres, des gens comme elle qui, quand ils regardaient la télévision à 11h le soir, me regardaient en disant « c'est une heure pour jouer au foot, ça ?» Voilà. Ou bien, si elle voyait un film et qu'on s'embrassait, elle se retournait en nous demandant qu'il ne fallait pas regarder, parce qu'il donnait des bisous sur la bouche. Voilà. Donc ça fait partie de l'humanité. Voilà, c'est ce que j'ai voulu exprimer. Et je crois qu'il y a au moins encore pas loin de la moitié de l'humanité qui est dans cette culture et cette façon de voir les choses. Donc c'est pas négligeable. Voilà. Agnès de Sarthe, pour poursuivre, il y a une phrase de votre roman Paulus qui s'appliquerait au voyage de Mémé de Gilles Benaïch, puisque vous écrivez, page 319, et c'est Julia qui a ce propos-là, qui parle de sa famille à l'envers dans laquelle les enfants en savent plus que les parents. Effectivement, ça a fait tilt avec ce qu'on vient d'entendre, où c'est le petit-fils qui guide la grand-mère et qui va lui ouvrir les explications, qui va lui donner les explications de tout ce qu'elle observe. Je voulais dire que ça, c'est peut-être culturel, en fait, et qu'on retrouve ça chez Gilles et chez moi. Moi aussi, ma grand-mère, quand elle regardait la télé, disait « Attention, le cow-boy, il vient l'Indien !» Elle voulait prévenir quand il y avait quelque chose qui allait arriver. Et c'est des choses... Et nous, on voyait ça, on était des enfants, et elle, c'était l'aînée, mais... On était un peu... Enfin, on essayait de lui expliquer, mais c'est la télé, c'est pas des vrais gens. Donc cette inversion, je pense que peut-être que ça ressort comme ça dans Paulus, mais c'est pas complètement un hasard. C'est aussi d'avoir vécu avec des personnes qui étaient déracinées et qui comprenaient absolument rien à ce qui leur arrivait. Et donc peut-être que ça donne aussi un regard particulier sur l'enfance, ça je sais pas. Mais ce qui donne en tout cas pour tous les trois la sensation de voix d'enfant qui portent parfois des rôles d'adultes ou des responsabilités d'adultes ou des maturités, des lucidités d'adultes. Mais ça c'est encore une autre question parce qu'en fait moi depuis le départ de ces assises, je vois que la voix de l'enfant c'est quelque chose, c'est le thème, c'est impossible de l'attraper. On ne peut pas en parler. On ne sait pas par quel bout le prendre. On se dit, alors, la voix de l'enfant, et puis on se met à parler de livres pour enfants.
on se dit la voix de l'enfant et puis on lit des passages où c'est une grand-mère qui parle, que j'adore. Moi, on pourrait ne faire que ça, moi ça m'irait. Mais bon, mais ce ne serait pas le sujet. Donc il y a une difficulté à cerner ce que c'est et à savoir d'où vient cette voix et comment cette voix, elle se manifeste. Et moi, je pensais à plusieurs choses en écoutant Gaël et en écoutant Gilles, et aussi en me remémorant ce qui s'était dit hier sur la question et sur le rapport aux mots. C'est-à-dire que les enfants sont du côté de la question et les adultes sont du côté de la réponse, bien souvent. Donc ça infléchit la manière d'écrire. C'est-à-dire qu'il va y avoir le questionnement va être plus présent, bien souvent, dans les voix de l'enfant. Et puis il va y avoir aussi cette façon de juxtaposer, mais qui est très présent dans la façon de s'exprimer de Mémé, hein. Mais qui est aussi la façon qu'ont de s'exprimer des gens qui apprennent une langue, des apprenants. Et chez l'enfant, il y a quand même cette familiarisation progressive avec la langue. Hier, je crois que c'était Bernard Hopfner qui parlait pour Huck Finn du fait qu'il y avait une surabondance de « et ». Donc le fait de juxtaposer les séquences, par exemple, de ne pas faire de lien logique et de ne pas trouver que c'est nécessaire de faire de lien logique. La voix de l'enfant, vous allez parfois la retrouver quand vous essayez de raconter un rêve. Quand on raconte un rêve le matin, on est un peu en plus dans le potage et on dit « et à ce moment-là, on entre dans une pièce et il y a le grand chien, mais en fait, c'était quelqu'un, mais il s'était transformé en chien et alors, il me regarde. » Donc, et ça, on retrouve, dans ces moments-là, on retrouve la syntaxe, qui est la syntaxe des apprenants ou la syntaxe des enfants, qui est une syntaxe par juxtaposition et par accumulation, et aussi avec un temps, une concordance des temps, qui est la concordance de « je parle de ce que je vois ». Je parle comme c'est dans ma tête. C'est-à-dire qu'il y a une immédiateté du rendu où l'enfant ne se pose pas la question de savoir, et c'est d'ailleurs une torture bien souvent, et c'est les tortures des premiers textes produits par les enfants à l'école, où on leur dit mais il faut faire le passé, il faut que ce soit, c'est pour ça que c'est joli ce titre, l'apprentissage, la découverte de l'amour et du passé simple, ça en dit long. Le fait d'avoir des séquences qui s'enchaînent dans le temps et des liens logiques, ça c'est quelque chose qui vient plus tard. Donc par exemple, pour travailler sur la voix de l'enfant, moi je sais que j'utilise beaucoup la juxtaposition, une temporalité qui est immédiate et qui nous paraît altérée, mais c'est une fabrication, hein. Et aussi sur le lexique, mais ça c'est ce qui fait que, à mon avis, moi j'ai pas l'impression que utiliser ou traduire une voix de l'enfant, c'est quelque chose qui est difficile pour un écrivain, parce que j'ai l'impression que la plupart des écrivains, c'est dans leur enfance qu'ils puissent de toute façon. Flannery O'Connor l'a très bien dit, elle a dit ce que vous avez vécu entre 0 et 12 ans vous suffit à faire l'œuvre d'une vie. Et elle n'était pas la seule, Virginia Woolf a dit que même ce qui se passait avant l'apparition de la parole, donc vraiment infants, c'était là qu'elle allait choper ce qui faisait son œuvre. Ce qui rejoint les propos de Sylvie choper, Germain, je pense qu'elle aurait beaucoup aimé ce mot, Virginia. Et donc le questionnement sur les mots, et les enfants prennent les mots très très au sérieux, puisque c'est ça va être leur viatique, leur moyen d'accès au monde. Un monde dont ils se sentent exclus tant qu'ils n'ont pas la parole et qu'ils observent. Donc quand ils sont très critiques par rapport aux mots. Par exemple, je pense aux grandes questions, à un moment, c'est une petite fille qui part en classe de je sais pas quoi, en classe verte, et à un moment, sa mère lui écrit où elle apprend que sa mère a un rhume de cerveau. Et pour n'importe quel adulte, un rhume de cerveau ne présente aucune gravité. Mais comme il y a le mot rhume, mais surtout le mot cerveau, elle pense que sa mère va mourir, parce que c'est très grave un rhume de cerveau, puisque c'est le cerveau qui est atteint. Donc cette façon de prendre les mots au pied de la lettre et de les prendre extrêmement au sérieux, ça c'est quelque chose que fait l'enfant, mais que doit faire n'importe quel écrivain qui se respecte. C'est-à-dire questionner le mot et le peser, le sous-peser et entendre dans rhume de cerveau, rhume et cerveau, et les deux. Et arrêter d'être dans une sorte de langue figée, qui est la langue de la communication et pas la langue de l'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression qu'écrire la voix de l'enfant, c'est aussi écrire au plus près de ce que devrait être l'écriture, avec le questionnement sur le lexique, la base. Je lis ce passage. Donc elles sont toutes les deux en classe verte et elles reçoivent cette lettre. « Un rhume de cerveau ?» a répété Samira. « Oui, c'est exactement ce qu'il a dit. Tu es sûre que tu as bien entendu, parce qu'un rhume, c'est pas grave, mais de cerveau. » Il n'était même pas triste, ai-je ajouté. « Tu crois qu'il ne l'aime plus ? Ça, j'en sais rien. Peut-être qu'il ne voulait pas que tu t'inquiètes. Samira, tu crois que ma mère va mourir ? Écoute, Léna, peut-être, mais il y a une chose à laquelle tu dois toujours penser.
c'est que la mère de Bambi, la mère de Blanche-Neige, la mère de Cendrillon, enfin toutes les mères intéressantes, quoi, sont mortes jeunes. Après cette conversation, j'ai beaucoup pleuré. J'ai même tellement pleuré que Lionel blessé est venu me voir pour me dire que ça n'était pas si grave que ça et qu'il pouvait déjà bouger son doigt. C'est lui ton amoureux, m'a dit Samira. C'est pas celui en vert. Il y a plusieurs Lionel. De toute façon, je m'en fiche, ai-je répondu. Si ma mère meurt, je me marierai jamais. Le jeu des grandes questions a été particulièrement triste à la fin de cette journée, particulièrement triste, elle aussi plutôt, pardon. Le jeu de ces grandes questions a été particulièrement triste à la fin de cette journée, particulièrement triste, elle aussi plutôt. Petit 1. Combien de temps met-on à mourir d'un rhume de cerveau? Je dirais entre 2 semaines et 6 mois, a fait Samira d'un air de connaisseur. Donc, j'aurai le temps de la revoir. Ce n'est pas la peine que je rentre en urgence. Pas la peine. Petit 2. Est-ce que ça fait mal? Horriblement, ça doit faire horriblement mal, ai-je dit avant de me mettre à pleurer. Je ne crois pas, a fait Samira en me caressant la main. Parce que c'est dans le cerveau qu'il y a tous les nerfs. Si le cerveau est atteint, les nerfs sont détruits et donc on ne sent plus la douleur. Je crois même que ta mère n'aura pas mal du tout, même si on la pince ou qu'elle se fait mordre par un chien. Cette idée m'a consolée. Petit 3. Est-ce qu'on devient débile? Là, a dit Samira, je crois que malheureusement que la réponse est évidente. Alors, pour revenir à Paulus, sur lequel on a ouvert la discussion et fait cette digression qui était extrêmement importante, vous nous mettez là en présence de Julia, qui a 14 ans. Elle a une petite sœur, Julia, qui s'appelle Judith. Elle a 6 ans et demi, les âges sont importants. Et une meilleure amie, Johanna. Je ne sais pas pourquoi c'est 3 prénoms en J. Mais ça, à cause du jeu, je pense. À cause du jeu. Julia, elle est brillante. Elle adore l'école, particulièrement les maths, contrairement à la narratrice de Faune, qui a peur des retenues. Mais elle se trouve moche, Julia, et du coup, elle n'arrive absolument pas à comprendre que Paulus Stern, Paulus l'homus le plus beau-us du mondus, vous ne connaissez pas, soit amoureux d'elle. Régulièrement, elle est amenée à s'occuper de sa petite sœur, Judith. Je vous lis cet extrait, page 75, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, les parents s'absentent, et évidemment, il faut du coup que la grande sœur assume la petite. Maman a dit que tu devais t'occuper de moi aujourd'hui, dit-elle en entrant dans le salon alors que je raccrochais le téléphone. Elle a dit que comme elle est débordée et que tout va très mal, tu serais comme une deuxième maman pour moi. Judith avait l'air très dubitatif en répétant les paroles de ma mère. Elle savait bien que je n'étais pas le genre à devenir une deuxième maman rien que pour ses beaux yeux. Je pensais un instant à appeler le numéro vert d'Enfance Martyre pour leur expliquer que ma mère se déchargeait sur moi de ses responsabilités parce qu'elle était incapable d'assumer sa fonction et que je sentais que ça allait me traumatiser psychologiquement. J'y renonçais en pensant que tant qu'on n'était pas battu, on n'avait qu'à la fermer. Parce que la vie pouvait être injuste parfois. « Comment veux-tu que je sois ta deuxième maman ?» demandai-je à Judith. « Je ne sais pas du tout comment on fait, je ne fais rien comme une maman. Je ne mange pas le gras de la viande en disant c'est le meilleur. Je ne sais pas défaire les nœuds en 5 secondes. Je ne lis pas dans les pensées. Je ne trouve pas toujours qu'il fait froid et qu'il faut mettre un maillot de corps. Je n'ai pas peur que tu te fasses écraser dès que tu sors dans la rue et tout ça, quoi. » Ce n'est pas grave, dit Judith, qui était absolument convaincue que je serais une maman nulle. C'est pas ça qu'elle a voulu dire, maman. Alors, ces deux petites filles, elles ont, et là je voudrais peut-être rentrer dans le détail de votre travail à vous, elles ont 6 ans et demi et 13 ans, donc 2 âges bien distincts. Comment est-ce que vous les avez cernées pour justement qu'elles se distinguent l'une de l'autre, tout en étant des enfants, mais qu'elles aient bien leur âge à elles en tant que personnages? C'est presque la même question que la question qui se pose quand on vous demande, quand vous écrivez pour les enfants, on dit comment vous savez que vous vous adressez à un enfant de 4 ans, à un enfant de 6 ans. Vous savez, les livres pour enfants sont classifiés par tranche d'âge, ce qui est une aberration, mais c'est ainsi. Et donc, il y a des livres pour 4-6 ans, pour 6-8 ans, un peu comme les vêtements. Voilà. Et donc, on vous demande, quand vous écrivez pour les enfants, comment vous savez, comment vous adresser à cette personne. Et en fait, c'est aussi naturel, je crois, que quand on rencontre physiquement un enfant, on lui parle selon son âge, en le respectant, si on aime bien les enfants, en gros. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas spécialement les enfants, donc ils ne leur parlent pas, c'est pas du tout un problème. Les enfants le leur rendent bien. Mais si on aime bien, on va vers un enfant et on lui parle et on se met automatiquement, même sans gâtifier, sans bêtifier, on sait exactement, c'est comme un curseur, on le met à la bonne hauteur. Donc ça demande aucun effort particulier. Je crois que l'effort, il a été fourni en amont, il y a très longtemps. Il a été fourni quand je devais avoir 8 ans et que je me suis dit, et j'en parle, je crois, dans Comment j'ai appris à lire, je me suis dit, en regardant les adultes depuis ma place, mais qu'est-ce qui leur est arrivé ?
C'est épouvantable, cette chose qui leur est arrivée. Et cette chose qui leur a été arrivée, pour moi, c'est qu'ils avaient perdu le naturel. Et j'étais très sensible à ça. Je voyais que les adultes procédaient entre eux à une mascarade. Et leur voix en particulier me frappait, parce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément d'affectation dans leur manière de parler. J'écoutais énormément les conversations, je regardais, j'observais au marché, dans le bus, et j'entendais des personnes qui disaient « Et puis, figure-toi qu'à ce moment-là, c'est incroyable !» Et je me disais « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette bonne femme? Pourquoi elle parle comme ça ?» Et aussi, j'étais attentive aux tournures, et par exemple, j'étais très frappée par « J'aurais voulu des fraises ». Les fraises sont devant, là, sur l'étalage. Et pour moi, le « j'aurais voulu », parce que comme j'adorais la grammaire, je savais très bien que c'était le temps du renoncement. J'aurais voulu des fraises, si sous-entendu, s'il y en avait eu. Mais puisqu'elles sont là, tu vois bien qu'elles sont là. Pourquoi tu dis « j'aurais voulu » ? Et donc tout ça, ça me choquait. Ça me choquait. Et puis les attitudes physiques aussi, c'est-à-dire les manières de se tenir, de s'asseoir. Je ne savais pas à l'époque qu'on a mal parfois quand on est un adulte. Et donc on fait comme on peut. Mais je trouvais que leur corps était étrange, etc. Et donc je me souviens très bien m'être dit avoir pris une décision très ferme. Ça ne m'arrivera jamais. Je resterai toujours comme je suis, je resterai normale. Et je me suis dit, pour ça, et j'avais une méthode, il ne faudra jamais que tu oublies comment c'était quand tu étais petite. Et je me souvenais aussi que quand on me grondait, je pensais, mais enfin, ils ne comprennent rien. Et je me souviens très bien, par exemple, m'être roulée dans la neige au point que mes vêtements étaient trempés, et j'ai eu une claque. Et j'étais horrifiée et très choquée, et j'ai trouvé que mes parents étaient nuls. Et j'ai dit, enfin, ils ont oublié que se rouler dans la neige, c'est irrésistible. Qu'est-ce qu'ils pensent que je vais faire s'il y a de la neige ? Et je trouvais ça normal. Et je trouvais qu'eux n'étaient pas du tout normaux et qu'ils réagissaient de manière extrêmement incohérente. Donc je m'étais dit, tu te souviendras qu'en fait, se rouler dans la neige, c'est ce qu'il y a de plus agréable, qu'entrer dans la mer tout habillé, c'est normal. Je sais pas. Et voilà. Et comme ça, tu resteras toujours pareil. Alors je crois que, bien sûr, je ne me roule pas dans la neige dès que je vois une congère. Hein, j'ai arrêté. Et d'autres choses aussi. J'ai arrêté plein de trucs, en fait. Mais je crois que cette décision précoce a eu quand même du bon pour mon travail. C'est-à-dire que j'ai retenu toutes sortes de choses. Moi qui n'ai absolument aucune mémoire, je retiens très bien les sensations de l'enfance, les sentiments, la logique aussi. C'est-à-dire comment... Le raisonnement, en fait, ce que j'essaye de reproduire quand j'invente une voix d'enfant, parce que c'est de l'invention, c'est de la construction, c'est de partir de la logique enfantine qui est différente de la logique adulte, et aussi de cette position qui est toujours une position questionnante. Et c'est ça qui crée la texture de la voix, à mon avis. Après, il y a aussi... les temps, c'est très important aussi pour moi, l'utilisation des temps, passage au présent, puis au passé, puis on passe au présent, et puis la juxtaposition aussi. Mais je crois que la logique, c'est fondamental. Sur les propos d'adultes. Comment tu crois qu'on fera, Johanna, quand on aura des enfants ? Comment on fera ? Pourquoi ? Pour leur annoncer des mauvaises nouvelles. On leur dira sans prévenir « Ah, au fait, ton frère s'est fait écraser par une voiture. » Mais c'est encore pire. Peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution, finalement, que la conversation d'adulte à adulte. Il doit y en avoir une, a affirmé Johanna obligatoirement. Sinon, à quoi ça sert ? À quoi ça sert qu'on souffre si ça ne nous apprend rien ? On est censé faire des progrès quand même, non ? Alors imagine un peu, lui ai-je dit, si on suppose que les enfants ne font pas les mêmes erreurs que leurs parents, qu'à chaque génération, on s'améliore. C'est super, ça veut dire que nos enfants seront géniaux, s'exclamait Johanna. Oui, dans un sens, mais dans l'autre, je te signale que ça veut dire aussi que nos grands-mères étaient nulles et que nos arrière-arrière-arrière-grands-parents étaient carrément immondes. Je ne te parle même pas de nos ancêtres du Moyen-Âge. Il y a cette idée des générations qui se succèdent et de la logique. Pour faire un pendant avec la nature, cette fois, on a parlé de faune avec vous, Gaëlle. En venir à la nature, c'est un roman qui lui aussi repose sur des fragments qui racontent, qui décrivent différentes scènes qui se déroulent entre un homme et une femme, qui ne sont pas définis par leurs articles, mais par des adjectifs qui les qualifient, par exemple une femme obèse, ou par leur fonction, une naturaliste, une prostituée, un collègue, une vieille actrice. Pourquoi ce choix narratif
qui justement là garde le lien avec ce regard d'enfant et ce poste d'observation. Qu'est-ce qu'il vous a permis du coup de mettre en mots par cet artifice? Ce qui donne cette apparence de peut-être de parler enfantin, c'est que c'est très mal écrit. Enfin, dans un sens, oui, c'est pas correct. Oui, c'est incorrect, mais c'est incorrect. Enfin, mal écrit dans le sens où c'est pas correct. Ça ne. Galerie est en promotion de son livre, et donc elle le défend bec et ongle. Mais peu importe que enfin, on a tous fait des rédactions à l'école, on nous a appris à bien écrire, etc. Bon, je suis loin de. C'est derrière moi. Mais la chose là, c'est comment trouver, et Agnès de Sarthe en parle très bien, comment trouver les moyens grammaticaux, les moyens, comment traduire dans la langue une pensée. Par exemple, en l'occurrence dans ce livre-là, dans la nature, c'est l'abus excessif, enfin l'abus, pardon, l'abus de l'article indéfini. Donc il y a, ça veut dire qu'il y a au début du livre une situation où une enfant demande à sa mère ce que c'est qu'une femme. Et la mère ne sait pas répondre à cette question. Et tout le livre va essayer d'y répondre en énumérant les possibilités, en exposant des cas féminins. Et voilà. Et pour ça, il fallait utiliser toujours le pronom indéfini, donc le un et une, c'est-à-dire que c'est une possibilité. Et alors voilà, le livre parle pas exactement fait pas parler une enfant, mais tout le livre essaie de répondre à la question qui est posée au début par une enfant. Et qui du coup dessine ce motif, j'ai envie de dire, assez symbolique et assez graphique, assez visuel, où j'ai eu le sentiment, moi, d'être du côté de la narratrice avec ce point de vue et d'avoir des pistes possibles qui s'ouvraient, c'est-à-dire des facettes de femmes possibles, tous ces devenirs possibles de femmes. On est avec l'enfant qui a posé cette question et se dessinent des chemins, des devenirs femmes possibles que l'enfant observe et qu'elle décrit à travers les réponses peut-être que lui fournit sa mère. En tout cas, il y a de l'ambiguïté de ce côté-là. Oui, le temps de l'enfance, c'est effectivement le présent et le conditionnel. Alors pas le conditionnel passé que vous évoquez dans Comment j'ai appris à lire. Non, c'est pas exactement ça le titre. Le titre de votre... Si, Comment j'ai appris à lire. Oui, d'Agnès de Sarthe. C'est pas le temps de l'enfance, c'est pas le conditionnel passé, c'est le conditionnel tout court et le présent. C'est-à-dire le temps de l'expérience. L'expérience et la pensée sont indissociables. Et le conditionnel, c'est-à-dire le temps de l'inconnu. Et ce qui est toujours étrange quand on parle, quand on est enfant et qu'on parle au conditionnel, ou qu'on entend un enfant parler au conditionnel, ou qu'on joue comme un enfant à parler au conditionnel, c'est qu'on imagine quelque chose qu'on n'a pas vécu, mais dont on sait à peu près tout. Et c'est une question qui est peut-être une question d'enfant. En tout cas, quand je commence à écrire un livre, il y a toujours une question, donc c'est toujours l'enfant qui parle en moi et qui lance le livre. Cette question que je me pose depuis longtemps, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, mais on les connaît quand même. Et comment ? Et le conditionnel, c'est il exprime, il donne à entendre cette connaissance intuitive une connaissance qui ne fait pas de doute
C'est le fameux on aurait dit c'est inconnu. On aurait dit que de l'enfant. Oui, ou on dirait. On dirait. Oui. On dirait que, et on aurait dit que. Mhm. Je vous entendais cette voix d'enfant portée par le corps de Galli Oblégui. Je crois que c'est très troublant, vu notre sujet, de vous entendre parler avec cette voix-là et d'exprimer votre travail littéraire. Vous avez évoqué ce travail-là et ce point de vue de l'enfant. Qu'est-ce qu'elle vous permet, cette narratrice, en posant cette question-là, d'exprimer ce qu'un autre narrateur n'aurait pas pu vous permettre d'exprimer, ne vous aurait pas laissé exprimer, pardon. Qu'est-ce qu'elle vous laisse le droit de faire? Quelle liberté elle vous apporte? C'est une voix qui est celle de la narratrice. Hein. C'est une voix qui me permet d'explorer, d'exposer l'insuffisance. Et l'insuffisance, l'impuissance qui vont de pair, selon moi, avec la royauté. Et donc c'est ça que je travaille, enfin je ne sais pas si c'est vraiment travailler, mais c'est plutôt ça que je laisse advenir Est-ce que vous pouvez expliquer cette royauté, cette insuffisance qui va de pair avec la royauté? Comment l'expliquer? Ce qui caractérise l'enfant, c'est qu'il est insuffisant. Et il est toujours dépendant de l'autre et il est toujours à la recherche d'un savoir, bien qu'il en ait un. Et il a besoin toujours d'apprendre. Et il est, en cela, il est parfaitement conscient de son insuffisance, mais il est aussi royal dans le sens où ou souverain dans le sens où il domine les cadres, y compris en grandissant, la voix mue, normalement, et on apprend à parler correctement. Et on a le droit de parler, et on parle comme on veut. La situation de l'enfant, elle est tout à fait différente, parce que la plupart du temps, tout le monde aura remarqué que ce qu'on demande en principe aux enfants, c'est de se taire. Parce qu'ils font trop de bruit, parce qu'ils parlent trop, parce qu'ils parlent mal, parce qu'ils disent des trucs qui sont gênants, ou trop... voilà, et il y a trop de questions. Mais l'enfant, il est malgré tout, il est souverain, il domine ça. Et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Vous parliez de l'insuffisance et de la royauté. Oui, ça s'articule. L'enfant est souverain, en même temps, il est souverain parce que il n'a pas besoin de dominer. Il n'est pas à la recherche de ça, c'est instinctivement en lui. Oui, ou s'il est à la recherche de ça, ça arrive quand même, la recherche de... Enfin, vouloir parler comme un adulte, ça m'est arrivé quand j'étais enfant. J'ai écrit un livre, mais j'ai imité le langage des adultes. C'est assez triste, mais il faut... c'est un aveu. Ça, c'est un réel aveu de faiblesse. Tandis que l'enfant qui ne se sent pas en rivalité avec le parler conforme, avec l'uniformité avec la manière dont parlent les adultes et leurs codes, etc. Ne pas être en rivalité avec ça, c'est un signe de royauté. Alors, pour illustrer les propos de Galli Oblégui, quelques petits extraits. Moi, j'ai trouvé énormément de poésie dans vos écrits, beaucoup de liberté et beaucoup d'humour. Une femme obèse n'arrive pas à tenir son intérieur et ça se voit de partout.
L'âge adulte ne lui convient pas, être sérieuse, réfléchir toute seule. Elle s'angoisse. Elle est née, cela lui semble évident, pour l'enfance. Aucune autre condition humaine ne l'attire. On aime un enfant pour ses espiègleries, pour son bon petit cœur, pour ses gentillesses, et que lui demande-t-on en retour? Vous aimez, rien de plus. Elle ne peut pas dire cela à son mari, il ne la comprendrait pas. Une femme obèse mange en cachette des sacs de bonbons, des choux à la crème pour se consoler de n'être pas petite sur les genoux d'un père caressé par une mère. Elle déteste qu'on l'appelle madame. Elle pourrait abandonner ses enfants qu'elle jalouse. On retrouve quelques pages plus tard cette femme obèse. La première fois qu'une femme obèse dort chez un homme, il se passe la chose suivante. Comme elle est joyeuse, elle saute sur le lit, elle casse plusieurs lattes du sommier. Quelquefois, la relation se dégrade après cet incident. Une femme obèse n'ose plus rien toucher, ni l'homme, ni la vaisselle. Un homme a vite fait de traiter une femme de dévastatrice. En sa présence, elle reste assise, les mains coincées entre les genoux. Lorsqu'il n'est pas là, elle met la musique à fond et elle danse. En prévision de la suite, une femme se gonfle de bonheur. Ça n'augmente pas son poids. Un homme, pas n'importe lequel, ne déteste pas à son retour la trouver hirsute, en âge, avec une figure amoureuse et son volume d'astronaute. Vous voulez réagir, Gilles? Non, finissez de... J'ai d'autres extraits, mais si vous voulez réagir à celui-ci, n'hésitez pas. Non, c'est plus général. C'est plus général. Alors, je continue juste... page 139. On a des mouettes qui débarquent. Alors, attendez, hop, 139. Un homme découpe une femme en morceaux. Une femme pourrait très bien le faire aussi. Une religieuse fait un cauchemar où elle trompe le Christ. Il en souffre tellement qu'il s'élance, traverse un vitrail. Une verrière éclate sous son poids. Voilà quelques petits extraits de la liberté et de l'humour à l'œuvre dans les pages de Gaël Obiegli. Vous vouliez réagir, Gilles, sur un propos plus général? Ça me fait penser sur littérature et vécu. Je ne sais pas pourquoi j'ai trouve le besoin de dire là ce que je voudrais dire sur littérature et vécu, justement. C'est que la vie nous apporte quelquefois des solutions à quoi on n'avait pas songé. J'ai deux exemples que j'aurais cités. Quand j'ai publié le Voyage de mai, qu'il a commencé à être lu, c'était en 82. Et invité dans les écoles, les élèves n'arrêtaient pas de me demander, mais si pour aller de Paris à Champigny, elle a mis un jour à pied, comment elle a fait pour venir d'Algérie? Donc je racontais sans arrêt, oralement, l'histoire dans les classes. Et allez savoir pourquoi, en décembre 86, j'ai été invité dans un CM2 de Cergy-Pontoise, et toute la matinée, et à 11h30, j'ai demandé à l'instituteur pourquoi ils sont agités comme ça. C'était très très agité. Il me dit, parce que vu la situation sociale, il y a 40% de la population qui est au chômage, ils font qu'un repas complet par jour, c'est à la cantine. Je fais cours que l'après-midi. Donc je suis rentré chez moi l'après-midi en pensant, quand Sartre a refusé le prix Nobel, il a dit que vaut un livre à côté du regard d'un enfant. Il l'a dit ce jour-là. Et moi, je me suis dit, j'ai été invité dans une école avec des enfants qui m'ont posé des questions alors qu'ils avaient faim. J'étais sidéré. Donc c'est ce jour-là que j'ai écrit le livre d'étoiles, c'est-à-dire la grand-mère qui raconte elle-même comment elle est venue d'Algérie. Et le deuxième souvenir que j'ai, où la vie prolonge, donc j'ai dit, je suis intéressé par le dialogue Nord-Sud et le rapport Nord-Sud, à travailler. C'est vers la fin des années 80, ça devait être 87-88, à Choisy-le-Roi, à la bibliothèque. Nous attendaient des mamans et des mamies, au fond, avec du thé à la menthe et des gâteaux orientaux. Et j'avais fini de répondre, il était 4h30, aux questions d'une classe d'un collège 6e ou 5e, je ne sais plus. Et il y avait un Maghrébin qui était à ma gauche et un Européen qui était à ma droite. Et le Maghrébin, au moment où l'institut dit c'est fini, il dit « Moi, est-ce que je peux poser une dernière question personnelle ?»
Alors l'Européen, il dit « Ah non, non, on n'a dit pas de questions personnelles. » Alors je lui dis « Vas-y, et puis si elle me gêne, je la répondrai pas. » Alors il me dit « Votre grand-mère vous donne un conseil pour vous marier. Est-ce que vous l'avez suivi ?» Je lui dis non, mais j'avais à peine répondu que l'Européen, il lui dit « Mais non, on avait dit pas de questions personnelles, comment tu peux dire ça ?» Alors le Maghrébin, il lui dit « Mais il nous raconte sa vie tout le temps. Et nous, on ne pourrait pas lui poser des questions sur la suite. » Et l'Européen, il dit « Oui, mais quand il écrit la suite, c'est lui qui choisit les épisodes. » Le conseil de mariage dont vous parlez, c'est effectivement d'épouser une femme juive, puisque du coup, c'est le conseil de la grand-mère. Terminer avec vous, Agnès de Sarthe. On a évoqué votre travail en tant qu'écrivain. Je voudrais avoir un mot sur votre travail de traductrice et vous reposer la question que vous aviez posée hier depuis la salle, à savoir, quand vous traduisez, par exemple, ces 3 tomes d'Anastasia qui ont été réunis en un seul, de Lois Lowry, est-ce que vous avez besoin de trouver d'autres solutions que celles dont vous parliez en tant qu'écrivain, pour traduire les voix d'enfants que Lois Lowry. Est-ce qu'il y a d'autres codes écrits aux États-Unis, par exemple, qu'en France, pour dire la voix d'enfant? Oui. Alors, mais je vais commencer à répondre par un autre endroit, puisque vous me parlez de traduction. Moi, j'ai la chance de traduire de l'anglais. Et donc, j'ai un énorme... comment on dit ensemble? Non, je ne sais plus comment on dit. Des propositions de la salle? Un chant. Je ne sais pas si c'est ça le mot que je cherchais, mais c'est pas... Domaine. Merci Gilles. Un énorme domaine de définition pour ce qui est des voix d'enfants, parce que la voix de l'enfant est très présente dans le domaine anglo-saxon. Et en pensant à ces assises et en les préparant, on s'est rendu compte, j'étais pas seule, plusieurs personnes, tous ensemble, quand on cherchait des œuvres à aborder et puis des orientations, on s'est rendu compte qu'une des difficultés sur lesquelles on butait, c'était que y avait, à chaque fois qu'on avait une idée en disant « Ah, on pourrait parler de ce bouquin, ah, on pourrait parler de celui-ci, etc. », c'était toujours des bouquins du domaine anglo-saxon. Et alors, c'est pas parce qu'on est tous des anglicistes, il y a des anglicistes, des germanistes, il y a un peu de tout, on essaye en tout cas. Et puis même, on lit dans d'autres langues, enfin moi, la littérature russe, enfin, je sais pas, et ça m'a beaucoup troublée. Et en particulier dans le domaine français, alors heureusement, on a le petit Nicolas, qui va nous venir à notre secours demain. Et je sais que moi, ça a été une formation, une école, le petit Nicolas, pour fabriquer la voix de l'enfance. C'est une voix de l'enfance qui est complètement familière, qui sonne juste. Personne ne parle comme ça. Oui, totalement artificielle, mais elle est juste. Mais c'est incroyablement juste. Donc ça, c'est une bonne école littéraire. Et c'est vrai que comme je l'ai lu de manière très précoce, ça m'est resté. Et je me suis mise à me demander s'il n'y avait pas un lien entre la voix de l'enfant en littérature et le statut de l'enfant socialement dans les civilisations. C'est-à-dire que la littérature étant quand même un objet culturel et un résultat culturel, il y avait dans certaines littératures une absence très flagrante de la voix de l'enfant, et la littérature française était une de ces littératures-là. Et je sais que moi, par exemple, en m'intéressant à la pédagogie, en me posant des questions sur la pédagogie, j'ai beaucoup étudié Janusz Korczak, qui était un pédagogue polonais, et où lui fait des observations sur l'enfance. Et sa manière d'être pédagogue, c'est surtout de regarder les enfants. De les regarder quand ils dorment, les regarder quand ils se réveillent, les regarder quand ils se disputent, et de rendre compte de ça. Et cette façon de travailler la pédagogie, c'est une façon très marginale. D'ailleurs, Korczak n'est pas du tout quelqu'un qui est très populaire ou très utilisé en France en pédagogie, parce que la pédagogie française, c'est ce que disait Gaël, tais-toi, apprends, sois sage. Il ne faut pas que ça dérange un enfant. Donc la voix de l'enfant, c'est aussi une voix qui dérange socialement. C'est-à-dire prenez le train. Je n'en dirai pas plus. Donc comme c'est une voix qui dérange socialement, c'est aussi une voix qui dérange littérairement. Et aussi, c'est une voix qui n'est pas une voix correcte, puisque c'est ce dont parlait aussi Gaël, c'est-à-dire cet emploi incorrect, cet emploi incomplet. Et donc, elle rappelle quelque chose de la fragilité de la langue. Et on ne veut pas être fragile, on veut être solide. Et en France, on veut être une grosse littérature solide, sérieuse. On a nos classiques, on est bien adossé, etc. Et donc, dans
dans cette rencontre avec la thématique elle-même de la voix de l'enfance, ça pose des questions plus larges sur qu'est-ce qu'on attend de la littérature et qu'est-ce que la littérature, selon les pays, est capable d'accueillir. Et ça, j'ai trouvé ça très très frappant. Donc moi, quand j'ai la chance de traduire depuis un domaine où la voix de l'enfant est très présente, et la littérature enfantine a une très longue histoire dans les pays anglo-saxons, et chez nous c'est un bébé, la littérature enfantine. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que j'avais remarqué hier, pendant les tables rondes, il y avait une formule qui revenait. Alors je ne sais plus exactement ce que j'ai, vraiment aucune mémoire, mais je sais qu'il y avait quelque chose du genre, oui, non, c'est considéré comme un livre pour enfants, mais pas du tout, hein, c'est en fait un livre pour adultes, comme si en fait un livre pour enfants, et ça continue de l'être. Et je ne mets pas du tout en accusation les personnes qui peuvent dire ça ou le penser, mais ça veut dire qu'un livre pour enfants, c'est un livre inférieur. C'est la littérature d'en bas, c'est la littérature au rabais. Et parfois, c'est vrai, il y a de la très mauvaise littérature pour enfants, mais il y a tellement de mauvaise littérature pour adultes. Hein. Peut-être autant, peut-être même plus. Et ça, personne ne s'en soucie. Et donc, je vois qu'il y a aussi, et par exemple, cette façon de dévaloriser la littérature pour l'enfant ou avec des voix d'enfant, c'est quelque chose qui n'est pas du tout présent dans les pays nordiques ou dans les pays anglo-saxons. Ou au contraire, elle a une très grande tradition, il y a des grands prix qui la couronnent, les écrivains pour enfants sont des grandes figures. Il y a le poète lauréat pour enfants. Par exemple, le poète lauréat, à un moment, c'était Anne Fine, qui est un écrivain pratiquement uniquement une œuvre pour la jeunesse. Donc voilà, moi j'ai cette chance-là et ça me permettait de mettre en lumière ce point douloureux et ce point difficile qui, je crois, mérite d'être discuté parce que ça doit aussi ouvrir sur ce genre de questions. Pour revenir à la traduction de livres pour enfants, bien sûr qu'on a la complication. La première question qu'on se pose, mais ça va être une question qu'on va se poser aussi dès qu'on aura une première personne, c'est comment on traduit le prétérit. Là, en anglais, ils ont ce merveilleux temps du passé, qui est ça, c'est le passé. Et voilà. Et il est tout simple, et il est bien sûr en une seule syllabe. Enfin, il est très court, il est très facile à faire. Enfin, parfois deux, puisqu'il y a le ED après. Mais il est idéal parce que tout le monde l'utilise. Alors qu'en français, on a ce foutu passé simple qui va avec l'amour. Et je réemprunte cette formule que je n'oublierai plus jamais maintenant, même moi qui n'ai pas de mémoire. Et on a le passé simple, il est magnifique, il est d'une grande fluidité, il permet un récit. Et puis il permet de faire la disjonction entre le ponctuel, le duratif, etc. Donc il est très très précieux. C'est vraiment du ciselage. Pour la représentation mentale, c'est beaucoup plus précis. Mais personne ne parle au passé simple. Et en fait, quand on a du récit à la première personne et du récit d'enfant, c'est très difficile de l'utiliser. Donc on se retrouve avec du passé composé et la lourdeur du temps composé, c'est-à-dire tous ces auxiliaires qui reviennent, et comme en plus on n'a pas le droit à la répétition en français, comme je le disais ce matin, c'est pratiquement puni de peine de mort si on fait des répétitions en français. Donc moi je continue à les faire parce que j'aime vivre dangereusement, mais enfin c'est très malvenu. Donc il va y avoir forcément une réflexion sur le temps. La plupart du temps on va utiliser un passé composé. Moi je l'utilise très souvent en râlant. Paulus... il y a beaucoup de choses au passé simple, mais ça c'est parce que c'était moi qui commandais, parce que c'était mon livre. Donc je pouvais dire, ah non, c'est mon caprice d'auteur. Mais bon, quand je suis en traduction, je suis censée être plus souple. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis tout ce qui est aussi... il y a forcément beaucoup de jeux de mots, puisque l'enfant... comme j'ai dit tout à l'heure, questionne sans arrêt les mots. Donc vous allez avoir encore plus de jeux de mots dans la littérature enfantine que dans la littérature pour adultes. Et le jeu de mots est une des choses les plus difficiles à traduire et à exporter. Souvent, les jeux de mots sont sur des objets culturels. Donc on est obligé de pratiquer des transpositions. Mais ça... on va dire que ça pullule, il y en a encore plus dans les livres pour enfants, mais ça c'est une problématique de traduction générale. Comment on traduit le jeu de mots? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà un exemple de jeu de mots. Là, on est donc avec Anastasia, qui est fille unique et qui vient d'apprendre que ses parents allaient avoir un bébé. Mais qu'est-ce que vous essayez de faire, là? Entrer dans le Guinness des records? Demanda-t-elle à sa mère. Tu es trop vieille pour avoir un bébé. 35 ans, demanda sa mère, les sourcils levés. 35 ans, c'est trop vieux. 35 ans vont suffire à me faire entrer dans le Guinness. Voyons, Anastasia, 35, c'est la fleur de l'âge. 10 ans, marmonna Anastasia. C'est 10 ans, la fleur de l'âge. Vous avez tout faux, dit le père d'Anastasia, toutes les deux. La fleur de l'âge, c'est 45 ans. Je suis en plein dans la fleur de l'âge.
De toute façon, ajouta Anastasia, vous n'avez pas besoin d'un bébé, vous m'avez, moi. Bête, bête, archi-bête, pensa-t-elle aussitôt. Je suis la fille la plus bête du monde, parce que je suis la seule, bon sang de bonsoir, la seule au monde, mes parents inclus, à penser que je suis assez importante pour être le seul enfant de cette famille. Sa mère était assise, le visage triste, les yeux fixés sur une tache terre d'ombre brûlée qui ornait le dos de sa main. Son père roula des yeux, comme il le faisait à chaque fois que les patriotes perdaient le ballon juste après l'engagement. « Oui, dit-il, nous t'avons, toi, c'est incontestable. » Il eut un long silence. « Alors, dit Anastasia au bout d'un moment, vous n'allez pas changer d'avis ?» Sa mère se frotta le ventre de sa main tachée de peinture. « C'est trop tard pour reculer, Anastasia. »« C'est un fait accompli, » dit son père. « Tu sais bien que je ne comprends pas le grec, papa. » Vous l'avez saisi, parce que moi j'ai relu 3 fois. C'est un fait accompli. C'est du français. Le français, alors, je ne comprends pas non plus le français. Qu'est-ce que c'est un fait accompli? Un synonyme de bébé? Dans le cas présent, je crois bien que oui. Un synonyme de bébé-garçon. Ce jeu de mots, justement, pour terminer avec un exemple concret, le fait accompli, vous vous en souvenez? Ça date un petit peu? Tellement pas, j'ai même dit que j'avais traduit en utilisant du passé composé, alors qu'il y a du passé simple. Je suis très contente, j'adore le passé simple. Je milite pour son utilisation et sa pérennisation. Non, je me souviens pas. Heureusement qu'on retient pas ce genre de choses. C'est tellement... c'est comme la douleur, quand elle s'arrête, on n'y pense plus, on est juste content. Et on refait un bébé. Et on continue. Donc les jeux de mots, c'est exactement ça, c'est la douleur et la joie du traducteur. Puisqu'au moment où il le voit arriver, il se dit « Ah !» Et puis au moment où il est « Oh !» Puis il est juste derrière soi et on est juste fiers et on avance. Donc non, je ne me souviens pas très bien, mais je sais qu'il y en avait beaucoup. C'est un des écrivains les plus drôles qui existent, Loïs. Oui, c'était extrêmement savoureux. Avant de vous passer la parole, une dernière phrase juste à entendre, il n'y aura pas de questions, mais je savoure ce genre de passage-là. C'est tiré de Paulus, la place des chansons chez les enfants. On a tous des histoires d'enfants qui chantent leurs chansons, leur version de chansons. Celle de Judith, la petite sœur, qui a donc 6 ans et demi, la voici pour la Marseillaise. Marchons, marchons, 15 sans impurs, la preuve nous sillons. Moi, j'ai un petit garçon en ce moment qui chante contre nous de la pyramide. Donc ça me faisait plaisir de citer cette Marseillaise. Est-ce que parmi vous, il y a des réactions, des questions pour prolonger quelques minutes encore ce débat avant que nous concluions? Micro, voilà. Je vais vous passer le micro tout de suite, mais moi-même, je profite du fait de l'avoir pour m'en servir. Je voulais juste dire par rapport au travail de préparation qu'on a eu au Conseil d'Atlas, avec le fait qu'on tombait toujours sur des textes anglo-saxons. Il est une théorie que j'ai entendue et de laquelle je me suis ouvert aux membres d'Atlas, mais parce que j'avais rencontré dans le travail de préparation une jeune chercheuse qui disait « Oui, c'est normal, ce sont les Britanniques qui ont inventé la chambre d'enfant. » Et c'est lié. Alors, je voulais juste lancer ça à la cantonade pour savoir s'il y a des gens qui pourraient corroborer cette théorie ou pas. Mais enfin, que l'apparition de la littérature, enfin de la voix de l'enfant en littérature est liée au fait que, tout d'un coup, l'enfant a une chambre à soi. Une chambre à soi, voilà. C'est Woolfien. Voilà. C'est Virginia Woolf. C'est entre une question et... C'est une suggestion de réflexion. C'est une piste. Est-ce que vous avez un avis sur cette question, le parallèle donc entre l'émergence des voix d'enfants ou de la littérature pour enfants et de l'apparence de la chambre pour enfants? Pour moi, savoir le statut de l'enfant, qu'il ait une chambre ou pas, c'est encore autre chose, mais ça a certainement à voir avec son statut. Maintenant, pourquoi on lui a donné une chambre? Est-ce qu'on pensait à la nursery? C'est ça, la chambre de l'enfant? Je ne sais pas. Comment on sait que c'est les Anglais qui ont inventé les chambres d'enfants? Bonne question. C'est pour ça, comme je suis resté un peu court sur cette théorie, j'avais envie que quelqu'un la complète, mais apparemment c'est un fiasco. Bon, je vais vous passer le micro. Une réalité historique, sociale en tout cas, à creuser, une piste de réflexion à poursuivre. Oui, moi je voudrais revenir sur le petit voyage à pied de Paris à Champigny. Et je trouve que c'est une histoire très, très intéressante parce qu'il y a l'adulte, je voudrais défendre la grand-mère en fait finalement.
Donc, d'une autre manière, dire qu'en fait, elle dit des choses assez justes. Donc, c'est une situation inversée, paradoxale, où c'est l'enfant qui est le sachant, entre guillemets. C'est lui qui lui décrypte un peu ce qui se passe dans le métro, par exemple. Et en fait, je pense que c'est une histoire qui nous dit aussi que les adultes, parfois, ont cessé de s'interroger. C'est-à-dire, quand ils croisent ce clochard, il y a une interruption du questionnement. C'est-à-dire, la grand-mère réagit en disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas repartir après avoir vu cet homme démuni. » Et l'enfant lui dit « Mais c'est un clochard, c'est normal. » Et donc, il y a toute cette réflexion sur, finalement, les enfants seraient ceux qui continuent à se questionner, qui apportent le questionnement aux adultes, et les adultes qui le repoussent d'un revers de la main en disant que finalement, on ne peut rien faire. Il faut être rapide, il faut être efficace. Si on pousse plus loin, les personnes âgées, on ne peut pas s'en occuper, donc on va les laisser tomber. C'est toute cette... je me rends compte que ce n'est pas vraiment une question, mais je voudrais vous entendre un peu là-dessus, sur le rapport des adultes par rapport aux questions des enfants, et comment ils peuvent les ignorer ou les reprendre à leur compte éventuellement. Écoutez, vous avez dit les choses quand même pas mal et tout. Oui, la grand-mère, c'est la protestation humaine contre les conditions de vie qu'elle découvre dans la France soi-disant civilisée pour elle. Et donc, elle s'attendait à voir des gens qui vivaient mieux qu'en Algérie, et elle voit qu'il n'y a aucune solidarité, qu'on vend des choses qui sont aberrantes de vendre comme de l'eau, qu'à un moment donné, elle voit des femmes dans un café qui fument et qui boivent du vin rouge. On est à Pigalle. Alors, elle veut rentrer dans le café, et il la dissuade, parce qu'elle leur dit, il faut leur dire de rentrer chez elle pour s'occuper des enfants. Et il ne sait même pas lui expliquer de quoi il s'agit. Voilà. Donc, c'est une protestation humaine depuis le début, pendant tout le voyage, oui, de quelqu'un qui a des repères humains et qui est atterré par les conditions de vie considérées comme normales, en fait inhumaines pour elle. Donc c'est une critique de l'inhumanité de la société de 62, pardon, qui est encore d'une actualité quand même tout à fait brûlante, je dirais. Voilà, et sans compter qu'il y a des discussions aussi à des moments sur les religions, et sur le fait qu'on va dans une municipalité communiste, etc. Donc il y a tout cet aspect-là qui est présent. Et voilà. Alors je me permets de signaler que j'ai écrit une suite qui est encore inédite, qui s'appelle « La lettre rêvée d'étoile ». J'en dis quelque chose parce que ça prolonge votre question en fait. Dans la lettre rêvée d'étoile, je me situe, la veille du voyage de Mémé, elle est à Paris. Et il y a 3 parties. La première partie, elle n'arrive pas à dormir, alors que son petit-fils, il dort pour l'emmener le lendemain. Donc, elle rêve d'écrire une lettre, mais elle est analphabète, donc c'est pas écrire. Donc elle imagine que son petit-fils va l'aider à écrire une lettre à ses proches, parce qu'elle va déménager pour la 2e fois. La première fois, quand elle s'est mariée, venait de Roma à Tlemcen, et là, quand elle a quitté Tlemcen, c'est la 3e fois qu'elle quitte une maison. Donc elle veut écrire à ses proches. Et elle fait comme si son petit-fils était réveillé, et elle lui dit « Je veux écrire une lettre originale ». Alors, il lui donne sur 100 pages, la première partie, tous les exemples de Homère à Duras. Et elle dit « C'est pas assez original pour moi ». Donc dans la 2e partie, elle lui dit « Mais donne-moi la définition d'original ». Alors il lui dit « C'est une histoire qu'on n'a pas encore vécue, dans une langue qu'on n'a pas encore écrite ». Alors elle dit « Je vais raconter ce que je vais vivre demain en allant à Champigny ». Donc j'ai réécrit 10 lignes par 10 lignes le voyage de Mémé, et elle l'a commenté dans la 2e partie. Et dans la 3e partie, je me suis adressé à Borges, qui, dans le fameux texte sur le Don Quichotte, dit que celui qui serait le plus original, c'est celui qui serait capable de réécrire Don Quichotte en faisant comme si c'était
un texte original, parce que Borges, à mon avis, il a une conception théologique de la littérature. Il pense que seul Dieu est original, que les hommes ne font que des copies. Et moi, je dis qu'il y a très peu de chances pour que ma grand-mère ait pensé cette nuit-là que je serais écrivain 20 ans plus tard et que j'écrirais Le Voyage de Mémé, mais comme cette chance n'est pas nulle, je l'ai réalisé dans La Lettre rêvée d'étoiles. Merci pour cette réponse. Peut-être une toute dernière question, parce qu'après, il ne faut pas qu'on déborde trop sur le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir ? Oui, d'accord. J'aurais voulu poursuivre en vous posant cette question aussi. Moi, quand j'ai entendu la lecture du Voyage de Mémé, pour moi, c'est elle qui a la voix de l'enfant. Est-ce que je me trompe? Parce qu'il y a un mot qui n'a pas encore été prononcé à propos de la voix de l'enfant, c'est l'innocence, non? On découvre encore, sans être corrompu par toutes les strates culturelles et autres qui vont venir brouiller notre cerveau. Et j'ai l'impression que cette grand-mère, c'est la voix de l'enfant. C'est comme ça que je l'ai ressenti, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est tout à fait vrai, mais c'est la voix de l'enfant quand il habitait en Algérie. Maintenant que ça fait 6 ans qu'il habite en France, il a appris le mode de vie du Nord, des civilisés. Oui, oui, mais bien sûr que c'est la voix de l'enfant, mais c'est la voix de l'enfant tel qu'il était avant de venir en France. Depuis qu'il est venu en France, il a appris le mode de vie occidental, la rapidité, l'indifférence aux autres, l'égoïsme, le ceci, le cela, et toute la justification de l'inhumanité de l'humanité. Donc il la défend parce qu'il est obligé de l'emmener à Champigny pour rejoindre les autres, et en même temps il la comprend. Il est vraiment clivé, le gamin. Et dans ce sens-là, la grand-mère, elle représente, mais pas seulement la voix de l'enfant, elle représente la voix de l'humanité colonisée. De l'humanité colonisée. Elle a été colonisée. C'est quand même, même à des gens d'origine juive aujourd'hui et des professeurs, quelquefois des instituteurs, j'apprends que les Juifs d'Algérie, pour eux, les Arabes, c'est des colons qui sont arrivés 7 siècles après eux. Et que la différence entre les Arabes et les Français, c'est que les Arabes, ils ont réussi leur colonisation, alors que les Français l'ont échoué. À la limite, je dirais, parce qu'il fallait qu'elle dure ce qu'elle dure. Mais voilà. Et donc ça, c'est quand même une représentante de l'humanité du Sud, pauvre, peu cultivée, mais avec sa culture et ses références archaïques de critique du monde, du monde moderne, contemporain, capitaliste, et efficace et technologique, etc., etc. Oui, effectivement. Dans ce sens-là, elle a la voix de l'enfant comme elle a la voix de tous les colonisés et les opprimés du tiers-monde, ce qu'on appelle le tiers-monde. Pour conclure ce moment, et peut-être vous laisser l'occasion de poursuivre les échanges de manière plus individuelle avec nos auteurs, je voudrais vous lire un petit paragraphe écrit par Gaël Obiegli dans la revue de la NRF, un article qui s'intitule « L'enfance de la littérature ». Il y avait quelques précautions à prendre pour ne pas avoir de malheur. L'instinct de vie me poussait à ne pas manger de fruits à noyaux, ni de pommes rouges, à répondre à chacun sur le même ton, poliment détaché, à ne pas faire de promenade en forêt avec mes parents, à ne pas exposer mon regard. Cette hygiène me venait des livres. J'en avais tiré des leçons. J'ai toujours fait usage des textes. À un moment, il m'arrivait, trouver, donner, imposer. Je n'y cherchais rien, et certainement pas à me cultiver. J'ouvrais avec curiosité ce qui se trouvait à ma hauteur. Celle-ci me préservait des miroirs qui sont souvent au niveau des adultes. Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour votre présence. Merci Gaël.